Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant les actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Sophia, bookstagrammeuse de science-fiction, fantasy, fantastique. Bonjour Sophia. Salut Stella Marie, merci pour ton invitation. De rien, merci à toi d'avoir accepté. Est-ce que tu peux te présenter d'abord pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, dans la vraie vie, je m'appelle Sophia, j'ai 22 ans, je suis en première année de master de littérature générale et comparée. Et sur les réseaux, en général, je m'appelle Layline et Booklay sur Instagram. Ok. Est-ce que tu veux bien préciser dans quel contexte tu as grandi très brièvement? Alors, j'ai grandi dans la ville de Fontenay-sous-Bois, donc c'est dans le 94. C'est une ville qui est vraiment scindée en deux pour le coup, entre les classes ouvrières et les classes plus aisées. Je fais partie de la première catégorie, donc classe ouvrière. J'ai grandi dans une famille métisse. Je suis algérienne de ma mère et martiniquaise de mon père. C'est principalement le côté maternel algérien qui m'a élevée. Ok, très bien. Et est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt, des hobbies, des passions à part la littérature? Tout à fait. Alors, j'aime beaucoup l'écriture. D'ailleurs, Booklay, qui reprend bien, le nom Layline, c'est en fait le nom de mon premier personnage de fiction ever, quand j'avais 9 ans. Et j'aime aussi beaucoup la danse. J'ai pratiqué de la danse orientale. Je suis en ce moment sur de la pole dance. J'aime vraiment le côté de reprendre conscience de son corps dans l'espace, tout ça. Ok, c'est hyper intéressant. Et du coup, on va venir à ta... J'ai fait le choix de faire une discussion sur ton parcours scolaire parce que ça avait un lien avec la littérature. Dans un premier temps, est-ce que tu peux rappeler la licence que tu as effectuée avant de faire le master en littérature comparée? Bien sûr. Alors, il faut savoir que mon parcours de licence est un petit peu, je dirais, atypique, mais je sais que ça a déjà été dit dans d'autres émissions. Mais donc, en fait, ma première année de licence, elle a vraiment été scindée en deux. Parce que dans une première partie de ma L1, j'étais en fait au lycée Henri IV. Okay. J'ai en effet suivi une formation donc, en cycle pluridisciplinaire d'études supérieures, CPES, filière humanité. Donc voilà, c'était vraiment l'idée de faire une formation un petit peu hybride entre la prépa et la fac et de se spécialiser progressivement. Parce que si tu veux, à l'époque, je ne savais pas trop si je voulais rester que dans le domaine de la littérature, vraiment m'astreindre juste à ça. Donc j'ai trouvé cette formation, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis évidemment, il y avait le côté Henri IV, excellence, le privilège d'y aller. Donc j'ai postulé et j'ai réussi à y entrer via le dispositif des cordées de la réussite, qui donc va faire le lien en fait entre Henri IV et les lycées qui sont classés en REP. Donc, oui, en éducation prioritaire, c'est ça? Exactement. Okay. Et ça va, comment tu as vécu du coup le fait d'être dans un cadre assez aisé socialement? Est-ce que tu as réussi à t'intégrer? Oui. Alors justement, c'est là le grand drame, le grand chamboulement. C'est qu'en fait, ça m'a pas du tout plu. Mais vraiment, au bout de même pas 2 semaines, j'ai compris que j'allais pas aimer. Parce que si tu veux, par le biais des cordées de la réussite, il y avait, tu sais, la volonté de, comme ils disent, une ouverture sociale. Et si tu veux, sur une promo de 150 élèves, on devait être peut-être 8 racisés à tout casser. Donc, tu vois, et on était déjà traités différemment des autres, parce qu'on avait des réunions qui, je pense, partaient d'un bon sentiment, en fait, pour nous intégrer, mais en fait, ça devenait très vite vicieux, très vite malsain, parce qu'on nous disait, oui, il faut se comporter correctement, vous n'êtes plus dans vos lycées, enfin des trucs comme ça, tu vois. Ah oui, Mais au-delà de ça aussi, il y avait toute la violence symbolique, en fait, qui était juste représentée par cet établissement. On voyait que, voilà, il y avait des camarades qui connaissaient l'Odyssée, des trucs comme ça, tous les épisodes absolument par cœur. Et nous, en fait, on devait, si tu veux, combler, rattraper tous nos camarades de ce point de vue-là. Donc, en fait, c'était très violent sur ça, mais aussi sur les moyens qu'ils avaient,
d'accéder à la culture, et nous, qui ne l'avions pas, en fait. Mm. Donc, j'ai fini par partir au bout de 6 mois. Et à vrai dire, je n'ai pas vraiment regretté. Il y avait quand même une partie de moi qui se disait t'es arrivé jusque-là, c'est dommage d'être parti. Mais je ne regrette pas parce que, en fait, par la suite, dans mon parcours, je me suis rendu compte que c'était peut-être un passage obligé parce que jusque-là, j'étais pas politisée, en fait, jusqu'au début de ma L1. Mais c'est là que j'ai vraiment pris conscience, en fait, des privilèges de certains par rapport à d'autres personnes, quoi. Et j'en avais peut-être conscience avant, mais peut-être pas de façon aussi, tu sais, accentuée. Flagrante, ouais. Et puis voilà, j'avais aussi ce syndrome de l'imposteur, quoi. J'étais dans cet établissement, tout le monde connaissait tout, et moi j'arrivais, je devais rattraper. Et il y avait vraiment ce truc-là, et en fait, au bout d'un moment, en 6 mois, c'était juste oppressant de toujours se dire que t'étais à la bourre. Alors que c'était pas forcément vrai, tu vois. Mais que vous n'aviez pas les mêmes références c'est ça. Culturelles, ouais. Mais du coup, la richesse des savoirs que je pouvais avoir, qui n'étaient pas gréco-romains, ça comptait pas là-bas, quoi. Ok, je vois. Et donc du coup, tu as fait, après tes 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors je suis partie dans une licence de lettres modernes, plus traditionnelle. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Et puis dans cette licence, pour la suite, il avait la possibilité de suivre un parcours toujours en lettres modernes, mais avec un petit parcours en fait, lettres, création et numérique. Donc ça, c'est à Noisy-Champs. Et c'est vraiment une formation qui va associer la culture littéraire de lettres modernes, mais aussi la culture numérique et l'insertion professionnelle. Donc ça a préparé au métier de l'édition, de la communication, du journalisme. Donc c'est vraiment les pôles qui m'intéressaient au sortir de Henri IV, parce que voilà, je me suis dit non, pardon. En fait, la littérature vit, c'est ça que je veux faire. Ok, cool. Et donc après, tu as eu ta licence et ensuite, tu as fait un master. Alors là, tu es en première année de master littérature générale et comparée. Tout à fait. Parce que pour le coup, au sortir de ma licence, j'avais plus envie d'être dans le monde du livre. Ah, d'accord, ok. Et je voulais retourner sur la recherche. Donc oui, j'ai pris ce parcours donc de littérature comparée. C'est quoi la différence entre littérature générale et littérature comparée? La littérature comparée, d'après ce que j'ai pu vraiment saisir, c'est que tu vas vraiment, par exemple, avoir à comparer, par exemple, des médias. C'est ce que je fais, par exemple, dans le cadre de mon mémoire. Mais tu peux aussi comparer, par exemple, 3 romans d'aires géographiques différentes. Ça va vraiment être le fait de mettre en avant la comparaison de cultures différentes ou de médias différents. Alors qu'en littérature générale, tu restes plutôt sur du texte pur et dur. Ok, d'accord. Ouais, donc tu as plusieurs sources quoi, en comparé. Ça marche. Ouais, du coup, est-ce que tu peux spécifier ton mémoire, s'il te plaît? Le sujet de ton mémoire, si tu en as déjà un. Oui. Alors, mon mémoire, je l'ai intitulé Représenter la non-normativité dans l'univers intermédial et afrofuturiste du Dirty Computer de Janelle Monáe. Donc là, il y a vraiment plusieurs mots-clés. Non-normativité, que j'ai choisi en fait au sens de transgression des codes sociaux. L'univers intermédial, du Dirty Computer, en fait, qui s'étend sur un livre, un film expérimental et un album de chansons. Et bien sûr, l'aspect afrofuturiste que voilà, j'essaie tout le temps de mettre en avant sur mon Instagram pour le coup, et qui va consister en fait à reprendre les codes de la SFFF, qui en fait est traditionnellement blanche, qui est vraiment connotée blanche, et que pour le coup on reprend, on détourne, et on va pour le coup mettre dans le futur des personnages noirs en avant. Ok, ah, c'est hyper intéressant. Parce que je sais que ouais, tu t'étais intéressée spécifiquement à l'autoriste Octavia Butler. Et ensuite, tu as dû prendre un chemin un peu plus élargi, c'est ça? Alors, je suis rentrée dans le mouvement avec Rivers Solomon, vraiment. Et pour le coup, Rivers Solomon, je l'ai rencontré quand j'étais en L3 et que je faisais une alternance en librairie. Ah oui, c'est Rivers Solomon et pas Octavia. Je sais pas pourquoi j'avais Octavia. Il n'y a pas de souci, parce que du coup, Rivers Solomon, comme elle faisait des références à Octavia Butler, je suis partie sur Octavia Butler et là, je me suis dit, waouh. Ok, ouais. D'accord. Ouais, donc il y avait bien un lien.
Et ça va, tu t'en sors. C'est un mémoire que tu vas rédiger uniquement en M1 ou ça s'étend sur les 2 années de master? Alors, c'est sur les 2 années de master. En première année, là, d'ici juin, il me semble, je dois rendre une quarantaine de pages où, en fait, voilà, concrètement, je présente mon projet, vraiment mon plan détaillé, etc. Et en M2, en fait, on va pousser, en fait, si tu veux, le vice un peu plus loin. Et vraiment, comme c'est intermédiaire, si tu veux, je pense que dans la première année, je vais uniquement me consacrer peut-être au roman. Et en M2, je vais intégrer ensuite l'album de chansons et le film. Ok. Mm-mm. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses de ton mémoire, pardon, pas de ton mémoire, de ton master jusqu'à présent? Quels aspects positifs ou négatifs tu peux apporter? Alors, je dirais que pour le positif, c'est que on est quand même sur un master qui est très ouvert. J'ai vraiment beaucoup de camarades qui font des choses complètement différentes et c'est très riche, tu vois, c'est pas unifié. Mais par contre, les unités d'enseignement, donc en fait les cours, ne sont pas forcément non européano-centrés, tu vois. Donc ça veut dire que quand je réfléchis à mon mémoire, je réfléchis en termes de ce qu'on nous apprend, donc en termes d'idéologie, doctrine, de philosophes, de penseurs ou de penseuses européennes. Et ça, je trouve que ça a vite ses limites. Et pour le coup, dans le cadre de mon sujet, qui en plus porte vraiment sur une monographie de Janelle Monáe, quoi, je dois aller chercher mes sources plutôt aux States. Ouais, tu es obligé de pas t'expatrier, mais d'aller regarder outre-Atlantique ce qui se passe là-bas. Ouais. D'accord. On va venir sur. Enfin, on va parler de ton activité de créatrice de contenu, si tu le veux bien. Déjà, depuis quand tu es sur les réseaux sociaux? Alors, ça fait maintenant 2 ans. Et je suis arrivée en fait sur la sphère de Bookstagram parce que si tu veux, en L2, toute ma classe, c'était des bookstagrammeuses. Ah Et ouais? moi, et oui, incroyable mais vrai. Enfin, peut-être pas toute ma classe, mais en tout cas une majorité. Et c'est quelque chose que je pensais à faire depuis un moment, mais j'avais vraiment pas le courage de me lancer. Et pour le coup, en L2, on était une toute petite promo, on était une douzaine. Et on était aussi, voilà, très solidaires. Et en fait, elles m'ont dit, mais si, Sophia, vas-y, lance-toi, fais. Et hop, je suis arrivée comme ça, un petit peu de nulle part. Et voilà, depuis, je suis restée. Ok. Et donc, ouais, enfin, t'as été portée par tes camarades de licence. Mais ouais, pourquoi tu t'es lancée? Quelle était ta motivation? Alors en fait, moi, j'avais vraiment toujours à cœur de faire découvrir des titres de niche. J'aime vraiment pas, en général, être dans quelque chose de mainstream. Et je sais que c'est ce qui génère des likes, c'est ce qui génère du contenu, etc. Mais moi, j'aime vraiment les trucs déjà super tordus ou qui sortent voilà, complètement de ce qu'on attend habituellement, ou tout simplement, j'ai envie de dire, des auteurs en fait qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra pas tant qu'on ne les aura pas visibilisés. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, donc tu avais cette conscience déjà quand tu t'es lancée. Du coup, quel format tu proposes sur ton compte? Alors, je proposais fut un temps des lectures à voix haute, mais j'ai arrêté parce que c'était super chronophage. Mais je reprendrai peut-être. Mais au-delà de ça, je propose voilà, les petits formats de publication Instagram où je montre mes avis. Et en fait, si vous voulez, les livres dont j'ai fait la chronique, j'essaie toujours de les associer à une musique, à une chanson, à quelque chose, voilà. Parce que j'aime vraiment l'idée de lier, pour le coup, les deux médias, donc le média livre et le média musique. Ouais, Donc, tu fais pas mal de partage de stories de musique. oui, aussi. Et ouais, du coup, en quoi c'est important pour toi de véhiculer tous ces auteurs minorisés sur tes réseaux sociaux? Alors, je pense qu'en fait, c'est parce que j'ai toujours, comment dire, j'ai toujours trouvé que c'était juste aberrant de constater que c'était toujours les mêmes autoristes qui revenaient. Mais toujours, toujours, toujours. Et toujours à peu près avec le même profil. Et en fait, moi, j'avais envie de présenter, voilà, en fait, une safe place qui passe par la littérature, la musique, mais aussi les discussions que je peux avoir avec certains abonnés. Donc, quelque chose, en fait, d'éclectique, euh, mais de, comment dire, mais de toujours, voilà, à la fois sérieux, à la fois léger, Mm. mais
qui se recentre en fait voilà, sur le côté, il y a des gens à mettre en avant. Et il faut le faire quand on peut le faire, parce que en fait, qu'est-ce qu'on a à perdre, vraiment? Pourquoi on ne sortirait pas du cercle? Pourquoi on ne l'élargirait pas, quoi? Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a des autoristes qui méritent d'être mis en avant par des comptes, par des créateurs, mais c'est vrai que les gens se tournent plus facilement vers ce qui est mainstream, comme tu disais. Est-ce que tu as fait des rencontres marquantes depuis que tu t'es inscrite sur les réseaux? Alors, je dirais que j'ai particulièrement, comment dire, apprécié le contact que j'ai eu avec les lectures de Nounou. Donc, si tu passes par là. C'est vraiment une personne qui, pour le coup, a aussi un peu changé ma façon de consommer les livres. Parce que même si j'avais, comme je te l'ai dit, toujours à cœur de mettre en avant ce qui n'est pas mainstream, je ne lisais pas forcément énormément de personnes racisées, tu vois. J'allais juste lire, enfin juste, non pas juste, mais j'allais pas forcément en fait regarder les origines de telle ou de telle auteurice. Et en fait, Nounou m'a dit que, enfin, comment dire, elle m'a vraiment fait intégrer le fait que la lecture, c'était politique. Et c'est pas quelque chose que j'avais forcément conscientisé jusqu'à il y a quelques années. Et là, en fait, j'ai vraiment saisi le truc. Et depuis, oui, c'est vrai que en fait, ça m'ouvre un autre regard sur la littérature, mais aussi sur, du coup, la sphère de Bookstagram, qui n'est pas la safe place que ça pourrait être. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a plein de microcosmes de personnes. C'est ça. Et tant que tu n'as pas trouvé des gens qui partagent les mêmes principes et valeurs, ça peut être compliqué parfois. Et puis, je sais pas pour toi, mais avec plusieurs personnes, en fait, on s'est fait la remarque que, tu sais, avec Bookstagram, on se fait un petit cocon, en fait, de personnes avec qui on va parler, qui consomment à peu près les mêmes choses que nous. Et en fait, tu sais, dès que tu poses ton téléphone ou quoi, tu retournes à la réalité et tu te dis waouh, mais en fait, je vivais dans ma bulle, quoi. Mais il y a toujours ces trucs-là, quoi. Ouais, c'est un peu une sorte de réalité, mais qui est vraiment présente, entre guillemets, que sur les réseaux, parce que dans chaque entourage, enfin, dans l'entourage de chaque personne, c'est pas forcément des gens qui sont très politisés, en tout cas dans la littérature. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, c'est le cas. Après, je sais pas pour tout le monde, mais je sais que la plupart des gens avec qui j'ai interviewé se sont lancés sur les réseaux parce que il y avait des gens qui partageaient les mêmes types de lecture qu'elle ou elle. Ouais. Et du coup, comment tu as rencontré les lectures de Nounou? Est-ce que c'était à travers un événement littéraire ou... Alors, il me semble, enfin, c'est vraiment l'idée que j'ai gardée, donc c'est potentiellement ça, que tu sais, on te propose toujours un peu les nouveaux venus, tu vois, les suggestions pour vous. Ah oui. Et j'avais cliqué parce que pour le coup, j'avais vu la PP d'une personne racisée, donc j'ai cliqué. Et après, je crois qu'elle avait fait un petit post où elle se présentait. Et de là, j'avais commenté un petit salut, bienvenue sur Bookstagram. Et après, on avait commencé à parler à travers nos stories, etc. Ok. Et ouais, du coup, est-ce que tu peux détailler Enfin, déjà, est-ce que tu as participé à des événements littéraires? Moi, je connais la réponse, mais pour ceux qui nous écoutent. Oui. Alors, j'ai participé à majoritairement, il me semble qu'il y en a 3. Donc, premièrement, le festival New Romance 2021 à Reims. Mais il faut savoir qu'en fait, j'ai été avec mes copines de l'époque. Et en fait, moi, j'aime pas. De l'époque Oui. C'est bien Mais du coup, j'aime pas la New Romance, donc je me suis forcée, tu vois. Mais je suis désolée, j'aime pas. Mais c'était un événement qui était vraiment super sympa. Mais bon, c'est pas ma tasse de thé. Okay. Par la suite, j'ai été au Salon du Livre Afro-Caribéen, toujours avec les lectures de Nounou. Et là, pour le coup, c'était vraiment super sympa. Et il me semble que tu as fait une intervention là-bas en plus. Ouais. Et une conférence. Et je sais pas pour toi, mais moi, j'avais vraiment aimé la proximité, en fait, avec toutes les personnes d'une même diaspora, donc afro-caribéenne. Et ce côté... oui, voilà, il y a cette proximité déjà par rapport aux origines, mais au-delà de ça, des personnes qui vont vers toi, des personnes qui prennent vraiment le temps de te parler parce que c'était pas un événement énorme, c'était sur 2 petits étages, mais les gens, ils étaient vraiment là pour parler, quoi.
Ouais, c'est ça. C'était assez, ouais, c'était un événement, ouais, de proximité, comme tu as dit. Tu pouvais parler à tout le monde. Chaque auteur se rendait disponible pour pitcher son roman, pour ouais, que tu puisses lui poser des questions, etc. Enfin, moi, c'était une très très belle expérience. Écoute, vraiment, sentiment partagé. Et après ça, plus récemment, j'avais été au salon de Montreuil 2022, mais bon, c'était un peu la galère déjà, parce que j'arrivais pas à retrouver les personnes que j'avais. T'en fais partie en plus, je suis trop désolée. C'est pas grave. Mais au-delà de ça, c'était quand même, c'était blindé, quoi. Du coup, Ouais, c'était compliqué de... Il y a vraiment beaucoup de monde. Et pour le coup, quand tu as fait le salon afro-caribéen et que tu reviens au salon de Montreuil, en fait, les gens, ils veulent pas te parler. Il n'y a pas de proximité, ils veulent juste que tu achètes ton livre et que tu t'en ailles. Du coup, voilà, c'était... Là, c'est différent. Et après ça, j'ai pas fait d'événements littéraires pour l'instant, mais je suis invitée à 2 événements littéraires prochainement. Donc, si tu veux, je peux t'en parler. Ah, cool. Ouais, vas-y, tu peux. Alors, le 26 février, via l'association Afrogameuse, je vais participer à une émission de recommandation de livres pour Furax. Je ne sais pas si tu connais Furax. Non, je connais les Afro-Gamers, j'en ai entendu parler, notamment via la Booktillaise, enfin Elodie qui avait fait un live avec ces joueuses-là, mais vas-y, tu peux dire qui c'est. Alors, Furax, en fait, ça va être un événement de stream caritatif pour lutter contre le harcèlement et le sexisme en ligne. D'accord. Donc, vraiment, là, on va essayer avec 2 autres personnes, de s'axer autour d'un thème, par exemple, femmes racisées et puissantes en littérature. Et en fait, voilà, on espère clairement que le stream va plaire et que ça va pouvoir générer des bénéfices pour cette lutte, en fait, qui est très importante et qu'on a tendance à oublier. Et qui est en fait vraiment au centre de l'association Afrogameuse pour le coup. Ah, c'est trop cool, le fait qu'elle comment dire, lie à chaque fois les jeux vidéo et la littérature, parce qu'elle a du coup participé au live pour la promotion du livre Slay de Brittany Morris. Ça, elles avaient fait un live avec Elodie Aude. Là, elles font un live pour une association avec des créatrices de contenu, je suppose. Donc ouais, c'est cool. Et le deuxième événement, du coup, c'est sur quoi? Alors le deuxième événement, il n'est pas encore fixé, mais du coup, via l'association Saotensa, qui propose des book clubs notamment, mais aussi des writing clubs, je vais être invitée à faire une petite intervention sur l'afrofuturisme. Ah, c'est trop cool. Ok. Oui. C'est en physique, du coup? Oui, c'est en physique. Okay. Mais je te donnerai plus d'informations quand j'en aurai, parce que pour l'instant, c'est juste la poser comme ça. Ouais, c'est en préparation. D'accord. Ah, c'est sympa. Et comment tu as été contactée? Enfin, comment est-on repéré sur les réseaux? Saotensa. Alors, en fait, j'ai un ami, salut Jordan, qui m'a en fait un jour envoyé un post Instagram. Il m'a dit: ah, mais t'as vu, il y a un book club, et il me semble que la thématique, ça portait sur la littérature queer. Et il m'a dit: ça te dirait qu'on y aille? Et donc, on y est allé. Et on a rencontré les personnes de l'association Saotensa. Donc, vraiment super sympa. J'ai pu parler de River Solomon à foison. Et le courant est super bien passé. On a gardé de très bons contacts. Et voilà, ça s'est fait comme ça, un petit peu naturellement. Ok, d'accord. Et pour Afrogameuse, je ne sais pas si tu l'avais spécifié. Ah, alors Afrogameuse, c'était en L3, il me semble. Désolée, c'est toujours en rapport avec l'école, en fait. Mais on avait un cours qui s'appelait journalisme culturel. Et voilà, en fait, moi, j'avais pas envie de faire un papier, en fait, sur quelque chose qu'on voit, en fait. Donc, j'ai un peu fouillé dans les associations, ce qui se faisait, etc. Et là, je suis tombée sur Afrogameuse. Donc, déjà, je vois le nom, je me suis dit, waouh! Genre, jeux vidéo, personne afro, j'aime bien. Et donc, j'ai contacté les personnes du bureau pour leur demander si elles voulaient bien me donner une interview, parce que vraiment, j'avais à cœur, pareil, de les visibiliser, en fait. Et du coup, ça s'est fait. Et j'ai rejoint l'association. Et depuis, en fait, je ne l'ai jamais quittée. Ah, ok, d'accord. Et j'ai fait de super rencontres là-bas. Donc, vraiment, c'est vraiment... ouais.
un truc, s'il y a des personnes qui veulent rejoindre, c'est vraiment très riche. Et on fait des rencontres. Au-delà du jeu vidéo, j'ai rencontré une traductrice super géniale, d'autres personnes qui lisent. C'est vraiment, c'est sympa, quoi. Ok, c'est intéressant. Mm. On va passer à la partie sur ton rapport à la lecture. Est-ce que la lecture, ça va toujours faire partie de tes hobbies? Alors, jusqu'à mon entrée au collège, pas du tout. Moi, j'étais pour le coup une gameuse. Ok, C'était PlayStation, DS et rien d'autre. d'accord. Et quand je suis arrivée au collège, il y avait vraiment, tu vois, ce truc de faire partie d'un petit groupe. Et moi, je trouvais que le groupe des personnes qui lisaient des mangas, ils étaient trop cool. Du coup, je voulais faire comme eux. Je suis partie au champ, j'ai commencé à acheter un manga, 2, 3, 4, 5. J'ai fait une mangatech. Et c'est comme ça qu'en fait, mon rapport avec le livre a commencé. C'est par le biais de mangas, avec des séries comme Black Butler, Nana, Bleach, Switch Girl. Et après, mon rapport vraiment au livre, on va dire plus, comment dire, les romans, ça a vraiment commencé au moment du Covid, parce que, t'as vu, on n'avait plus rien à faire, on pouvait plus sortir. Et là, j'ai pris en fait des livres qu'avait pu me donner ma cousine par le passé, et qu'en fait j'avais stocké, et que je pensais pas que je lirais vraiment un jour. Et après, voilà, j'en ai lu 1, 2, et pareil, paf, ça a explosé. Et du coup, l'année d'après, je rentrais en L2, les filles avec toutes des bookstagram, comme je te l'ai dit. Et là, je me suis dit, bon, c'est le moment. Le bon timing. Mm. Ok. Là, j'ai l'impression que sur toutes les invités que j'ai interviewées, la plupart, pas toutes, mais la plupart se sont lancées aux environs du confinement, quoi, entre 2019, enfin un peu avant, soit pendant, soit juste après, quoi. C'est marrant. Oui, c'est parce que je pense qu'il y avait vraiment cette espèce de retour à la lecture, parce que, tu sais, rester sur les écrans, ça faisait trop mal aux yeux. On ne pouvait pas faire ça toute la journée, on avait besoin de s'évader, mais non. Et je sais que quand j'ai travaillé en librairie, on m'a dit que vraiment, l'année du premier Covid, ça a vraiment été une année, ils ont fait des chiffres d'affaires incroyables, quoi. Ah ouais. Et c'était historique, quoi. Genre, ils pourront potentiellement plus refaire ce chiffre. Jamais refaire, à part s'il y a une prochaine pandémie, mais bon, je ne le souhaite pas. Ça, je ne le souhaite pas non plus, parce que wow. Pas en deuxième. Du coup, dans les premières lectures que tu faisais, est-ce que tu te sentais représentée ou c'est pas quelque chose que tu incluais dans tes lectures? Alors, pour le coup, c'est pas quelque chose que je cherchais, parce que je sais pas, en fait, ça ne me passait pas par l'esprit, tu vois. Et c'est quand j'ai commencé vraiment à rentrer sur Bookstagram, je me suis posé la question, en fait, est-ce que tu t'es déjà senti représentée? Et après, évidemment, non. J'ai pu me reconnaître dans des descriptions physiques de personnages, et je pense notamment à Elana de Pierre Bottero, parce que, en fait, voilà, elle avait été présentée comme une fille à la peau basanée, des cheveux noirs très épais, des yeux marrons, et moi je me suis dit, mais waouh, ok, c'est moi. Mais j'étais jeune à l'époque, et en fait, depuis, voilà quoi, je me suis jamais retrouvée. Et puis c'est compliqué quand tu as une identité métisse, parce que tu jongles entre. Ouais. Et pareil, après, métis, quand tu lis des livres avec des personnages métis, ils ont un espèce de trouble identitaire très étrange, et j'ai l'impression qu'on axe tout le temps le personnage métis sur ça. Alors, c'est pas forcément vrai. En fait, on peut embrasser nos deux cultures, peut-être pas au même moment, mais sans être vraiment dans un. Je sais pas comment dire ça, dans un mal-être, quoi. En fait, c'est ça. On n'est pas forcément dans un mal-être, on est dans un entre-deux, qui parfois, oui, est un petit peu, j'allais dire disturbing, un peu dérangeant, mais on n'est pas pour autant dans le mal. Ouais, c'est ça. C'est pas en souffrance permanente de pas savoir. Oui, tu peux le vivre bien. Et puis ça aussi, ça dépend du contexte dans lequel tu as grandi. Exactement. Il y a plein de facteurs qui peuvent influer sur l'identité d'une personne. Est-ce que tu peux citer une ou des lectures qui t'ont marqué récemment? Alors déjà, dernièrement, je dirais vraiment L'Aube de Octavia Butler. Oui, évidemment. Parce que, comment dire, je suis rentrée dans la littérature, dans l'univers,
d'Octavia Butler à travers les liens de sang. Et je pense qu'en fait, il faut rentrer par ce livre pour ensuite comprendre en fait ces mécaniques de narration, parce qu'en fait, elle ne va jamais faire quelque chose de simple. C'est toujours complexe, on est toujours dérangé parce que elle cherche en fait les limites du lecteur, j'ai l'impression. Et je ne sais pas comment expliquer ça, il faut vraiment lire pour comprendre, j'ai l'impression. Mais voilà, en fait, on n'est jamais à l'aise en lisant du Butler. Et quand on se demande pourquoi ça me met mal à l'aise, on se rend compte que c'est peut-être parce qu'on a des biais cachés ou des petits restants de, tu vois, de trucs voilà, qui ne sont pas forcément très résolus. Et après, voilà, en fait, Octavia Butler, avec sa science-fiction, elle fait vraiment réfléchir sur notre rapport au passé, au présent et au futur. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est assez incroyable. C'est pour ça que c'est la maman de l'afrofuturisme. D'accord. Merci pour ta recours. T'en as une autre ou pas? Oui, désolée, j'attendais comme ça pour le dire. Et ça, pour le coup, c'est une reco de les lectures de Nounou. C'était Nickel Boys, pardon, de Whitehead, pardon. Car en fait, c'est bouleversant. C'est bouleversant et ça reste terriblement actuel. On est sur l'histoire d'un personnage noir en fait qui va se faire emprisonner alors que il n'a rien fait. Et il va aller dans une institution où, tu sais, on essaie de les remettre sur le droit chemin. Mais il n'a rien fait. Et on se rend compte qu'en fait, comment dire, on se dit que c'est injuste. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, la vie est injuste. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est vraiment un livre, tu te dis, mais waouh, pourquoi? Et ça fait plein d'échos encore aujourd'hui aux violences policières que subissent les personnes noires, en fait. Et c'est juste injuste et ça n'a juste pas lieu d'être. Et pourtant, ça a toujours lieu. Ouais. C'est ça. Ok. On va arriver à la fin du podcast. À moins que tu aies des sujets à aborder ou des questions à me poser, ou comme tu veux. c'est fluide. Je sais pas, toi, c'est quoi les dernières lectures qui t'ont marqué pour le coup? Alors moi, j'ai un rythme de lecture assez chaotique. Je crois que depuis juillet, là on tourne, on est en février, depuis juillet, j'ai dû lire même pas 10 livres, donc c'est compliqué. Et en plus, parmi ces lectures-là, il n'y en a pas vraiment qui m'ont déstabilisé ou qui m'ont marqué vraiment. Je sais que j'ai toujours cette envie de lire toujours plus de livres avec de la représentation, mais je ne saurais pas te dire si c'est vraiment une lecture qui m'a marquée. En tout cas, j'ai lu, là, je suis en train de finir Amari et La Ligue des Magiciens. C'est le deuxième tome de la saga Amari et le Bureau des Affaires surnaturelles de Bibi Alston. Et en fait, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de lire un livre jeunesse avec une fille noire, parce que c'est pas forcément quelque chose que je lisais au début quand je m'étais lancée sur Bookstagram. Je lisais énormément de livres jeunesse, notamment recommandés par des personnes anglophones, mais du coup c'était souvent des personnes blanches, et du coup elles véhiculaient pas forcément ce message de représentation. En tout cas, il y a 3 ans, c'était pas forcément le cas. Et du coup, je lisais un peu tout ce qui passait en jeunesse. Et il n'y avait pas de roman avec des filles noires. Et là, le fait d'avoir découvert une saga, alors ça ne me représente pas à 100%, mais en tout cas, c'est une fille noire, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ça me fait plaisir que le monde de la jeunesse évolue, hein, et que que ça a été traduit en français. Voilà. Donc par rapport à mes débuts, je trouve que c'est, comment dire, ça marque une certaine évolution dans le genre jeunesse que je pouvais avoir l'habitude de lire avant. Mais après, en termes d'intrigue, c'est pas non plus. C'est pas dément, ça change. Oui, voilà, ça reste simple. C'est une lecture jeunesse, doudou. Voilà quoi, il n'y a pas forcément de trucs, de thèmes, on va dire, hyper sensibles, hyper traumatisants. Là, c'est juste une fille noire qui a des pouvoirs, quoi.
Mais c'est bien aussi de lire des livres qui ne sont pas traumatisants quand il y a des personnages principaux noirs. Ça C'est fait ça. plaisir, tu vois, que ce soit juste quelqu'un qui vit sa vie. Donc voilà, je dirais que c'est marquant dans le sens où c'est juste quelqu'un de normal, de commun, et par rapport à l'évolution de mes choix de lecture. Voilà. Mais en fait, c'est vrai que c'est marrant en fait de constater qu'on a tous évolué de ce point de vue-là et que aussi par rapport aux personnes qu'on suit, ça nous influence quand même parce que, comme je t'ai dit, moi non plus au début, je cherchais pas forcément la représentation, je savais pas que cette notion existait, quoi. Et c'est vrai que plus tu suis des personnes qui sont dans ça, etc., plus tu te renseignes et plus tu te dis, faut vraiment que je change mes habitudes de lecture parce qu'en fait, c'est vrai que je reste dans une sphère en fait qui est la sphère de base à laquelle on veut qu'on reste là, quoi. Alors que quand tu sors de cette sphère, en fait, tu te mets à penser plus spécifiquement au problème. Et là, c'est ça. C'est intéressant. Est-ce que tu as un ou une invitée à me recommander que tu verrais sur ce podcast? Oui. Alors, je l'ai répété tout le long du podcast. Parce que c'est vraiment un fan account. Mais pour le coup, les lectures de Nounou, je pense que tu pourras avoir de super interactions avec elle. Ok, donc, c'est noté. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Oui. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Twitter, même si je ne vais pas trop sur Twitter, avec le username, Les Littératures, donc LEILI-2TERATURE. Et voilà. Okay. Merci encore à toi d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi, Stella Marie, c'était super sympa. De rien. Je remercie également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur amélioré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.